Le samedi 21 mars, le réseau Business Femmes Actives a célébré la Journée internationale des droits des femmes au Centre Anime Espace Beaujon à Paris. Cet événement a réuni des femmes engagées autour d'un objectif commun, créer des synergies, valoriser les talents féminins, explorer les opportunités de l'intelligence artificielle et renforcer l'écosystème entrepreneurial afrodescendant et diasporique. Au cœur des échanges, une question clé, l'IA peut-elle accélérer l'entrepreneuriat féminin? Des discussions riches ont mis en lumière son potentiel comme levier de croissance et d'impact. La journée s'est articulée autour de 3 panels, agrobusiness et industrie, art et culture, entrepreneuriat féminin et leadership. Entre inspiration et célébration, le public a également apprécié des défilés de mode Vicky Création ou encore Afro Global Chacha, ainsi qu'une prestation remarquable de la chorale sénégalaise Popengine de Paris. Moment fort, la remise des prix Rose Dieng Koums, honorant l'excellence en recherche, entrepreneuriat et innovation, avec 3 distinctions majeures dont Pape Bakary Sissoko ou encore la famille de Rose Dieng en hommage à une pionnière, ou à l'université Sophia Antipolis, dans laquelle Rose Dieng a passé une bonne partie de sa carrière. La journée s'est achevée par un cocktail convivial propice au réseautage confirmant la force, la solidarité et le dynamisme des femmes engagées. Nous allons passer sur la deuxième table ronde et en effet je vais passer ma place à ma sœur Befa Fatkine Diakhaté qui est artiste peintre, designer et entrepreneur qui animera le panel qui tourne autour du thème art et culture. Je suis une passionnée de peinture, design et décoration. J'évolue activement dans les arts et la culture au Sénégal avec ma galerie. Voilà, j'ai formé des jeunes dans mon atelier et tout. Et depuis certaines années, je suis tombée malade. Je suis à Paris pour des soins. Mais j'ai la chance d'être entourée par de belles personnes et je continue ma carrière artistique. Pour démarrer ce panel, je vais appeler l'intervenant à qui j'ai beaucoup de respect. C'est un panel qui est très important pour moi, qui me parle, parce que quand on parle de l'IA comme levier pour l'entrepreneuriat féminin, la création, comme je suis dans la création, donc ça me parle. Il est philosophe, conférencier et formateur interculturel. Il œuvre à bâtir des ponts entre les cultures et à promouvoir des valeurs humaines universelles. Il est spécialiste de la parentalité. Il accompagne avec sagesse famille et éducateurs vers des relations plus conscientes et harmonieuses. Mais au-delà de son expertise, il incarne une générosité sans limite, un véritable sens du partage, une bienveillance constante, un humanisme profond et une grande humilité. Pourquoi pas? La créativité humaine. Mais elle peut être alliée et préserver les savoir-faire traditionnels. Moi, ça, je le dis en tant qu'artiste. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le métier. Les savoir-faire traditionnels sont là. L'IA est là. C'est un outil puissant. C'est un outil puissant qui peut être notre allié, nous, en tant qu'artistes. Le problème qui se pose, que je vais en discuter avec Pape et avec ce beau public, c'est l'authenticité, c'est l'éthique et l'authenticité. En tant que philosophe, Pape, je vais vous poser cette question-là quand on parle d'éthique et d'identité dans la création artistique. Merci Kiné, merci beaucoup. Je suis très touché à chaque fois que Roudia, Anna et Kiné m'invitent. C'est comme si je suis un très grand. Alors que nous avons des grands comme le doyen Doudoudienne qui est là, que je salue, que je salue toujours, qui nous a inspirés. Et moi j'aime beaucoup respecter la tradition et ces anciens qui nous insufflent. Le
le sujet qui nous réunit est extrêmement important et on dira une chose, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'IA n'est pas un ennemi et ça a été dit ici, l'IA peut être un bon compagnon, pour autant il faut maîtriser l'IA. L'IA n'est pas un ennemi. La science, la technologie ne sont pas des ennemis. Si tu es ignorant, tu vas balbutier, tu vas bricoler comme le dit Descartes. D'où l'importance d'aller à l'école de l'IA pour comprendre, et le jeune homme l'a bien dit, le jeune homme l'a très bien dit, la maîtrise, vous l'avez très bien dit aussi avec la maintenance prédictive, l'utilisation des mathématiques, etc., peut nous amener effectivement à améliorer les choses. Dans la création artistique, la difficulté qu'a le philosophe avec l'IA, c'est le problème de l'authenticité. On l'a vu au début, ce n'est pas le début de l'IA, parce que l'IA, avec notre Rose Kunstien, on sait que l'IA existe depuis fort longtemps. Mais ces derniers temps, figurez-vous qu'il y a eu, par exemple, des livres qui ont été des best-sellers, parce que tout simplement écrits par l'IA. Des best-sellers. Il a fallu 1-2 ans pour que les gens se comprennent que ce n'est pas la main de l'homme, que c'est de l'intelligence artificielle. L'artiste africain, l'artiste du monde, qui naît dans son travail, qui naît est intelligente, qui naît a du talent. Donc, à l'origine, qui est l'auteur? C'est la question du droit d'auteur quand on utilise l'IA dans son travail. Mais moi, je connais les travaux de Kiné. Je sais reconnaître sa patte. Mais quelquefois, vous ne reconnaissez plus la patte de l'artiste. L'IA a pris la place de l'artiste. Et là, il y a un gap, il y a un problème. Qu'on utilise l'IA pour améliorer, par exemple, des coloris ou des formes, etc., etc., pourquoi pas? On l'a vu avec Photoshop. On l'a vu avec Photoshop pour améliorer les choses, etc. Mais, comment dire encore, cette amélioration-là ne rate pas l'authentique, à moins qu'il soit de trop. Quand il est de trop, on va dire, oh là là, non, c'est pas bon ça. On le voit tout de suite. Ce qui est important, c'est utiliser la chose avec intelligence. L'IA et la culture est très importante. On a fait une grande conférence à la Sorbonne où on disait que l'Afrique ne ratera pas la 4e révolution. C'est laquelle? L'IA. Avec effectivement, la collecte des données. Nous avons plus de 2000 langues. Nous avons un patrimoine culturel et artistique extrêmement riche. Donc l'Afrique, surtout les jeunes, ne doivent pas rater ce coche de la collecte des données. Si vous êtes toujours paresseux, si vous n'avez pas conscience de votre capacité à produire, arrêtez de nous embêter. Vous êtes puissants, les jeunes. Chaque fois, j'accompagne des jeunes. Il y a des jeunes sciences politiciens qui me suivent, etc. Marie, pourquoi? Pourtant, je ne suis rien. Mais nous donnons les bons conseils pour qu'ils soient de bons acteurs. Parce que vous avez la capacité. Il n'y a plus maintenant de mur. Ce qui se passe à Paris, en 1 seconde, se passe à Yaoundé. Et l'information est démocratisée. L'IA permet la démocratisation de l'information. L'IA permet la démocratisation de l'information. Alors, il faut toujours être, conséquent et savoir maîtriser ce qu'on dit. Voilà. Comme je vous ai dit, science en conscience n'est que ruine de l'âme. Il ne faut pas bricoler. Descartes, quand le bâtiment est tombé, les gens ont voulu colmater, comme on voit en Afrique, etc. Ou bien en ce moment au Liban. Mais au Liban, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont les moyens, il y a la France qui aide, etc. Ils vont raser l'immeuble. Mais en Afrique, qu'est-ce qu'on va faire? On va bricoler. Quand tu bricoles, la fondation n'est pas bonne. Elle s'écroule encore. D'où la nécessité d'avoir une fondation béton pour avancer. L'IA est d'une importance capitale. Faut-il le connaître? L'IA ne fait pas tout. Il y a, on en parlera tout à l'heure, la question de l'éthique. Et l'authenticité. Comme tout à l'heure, vous avez dit que pour les œuvres, pour les couleurs, donc comme l'IA est un peu partout, où est la palette de l'IA? Ça aussi, parce que l'IA peut prendre, par exemple,
sur mes œuvres, l'IA peut prendre sur les œuvres de d'autres artistes pour venir créer son œuvre. Donc, les œuvres de l'IA, pour moi, il n'y a pas d'authenticité. Et puis, parlons des droits d'auteur. Ça aussi, c'est un véritable problème. Tu as raison. L'IA, sa capacité, c'est d'aller piquer. Hein? L'IA, c'est d'aller piquer, en fait, des informations et de les joindre. Et c'est là où, effectivement, le bas blesse. Et nous avons un ami ici qui travaille, un avocat. Je suis bien content de voir Pierre Stanley, je te salue, qui connaît très bien le sujet des droits, hein, des droits de propriété, etc. Et ça, effectivement, le droit ne s'était pas occupé de ça, mais maintenant, il y a des formations juridiques sur le numérique et l'intelligence générative, etc. Avant, ce n'était pas tellement à la mode. Mais maintenant, comme l'IA est omniprésent dans notre vie, ben, il faut que les juristes s'interrogent. Et l'interrogent. Parce que je vais piquer quelque chose de Kiné. Mais quels sont ses droits? Quels sont ses droits? Elle produit, elle travaille, mais elle n'a rien. L'autre va capter. D'ailleurs, c'est pourquoi, et notre ami Blaise n'est pas là, qui travaille beaucoup sur la protection des données. Comment est-ce que je sécurise mes données? Comment je les sécurise? Parce que tout ce que vous mettez sur le net, etc., ben, l'IA va le chercher. C'est ça sa palette. Et c'est ça sa palette. Voilà. Mais le juriste qui est fin va comprendre et peut-être pourra nuire effectivement à ces gens qui sont des voleurs, il faut dire la vérité, qui sont des voleurs. Mais quand ils volent, c'est parce que nous, on a mis à disposition... les personnages fictifs. Et là, le problème, c'était alors quel serait, on va dire, l'avenir du mannequinat. Oui, c'est une question qui se pose, qui est d'actualité, et il y a un incident qui est survenu sur les réseaux sociaux, il y a cela 2 semaines, je crois. Une personne un personnage public qui a été, on va dire, modifié en personnage genre bande dessinée, et qui a été... ça a été modifié comme une campagne publicitaire pour un opérateur téléphonique de mon pays. Et la personne, quand le personnage public a regardé la photo, elle dit, mais cette image, c'est moi. Le problème, on ne sait pas, ce n'est pas sa photo d'origine qui a été prise en fait, mais celui qui a produit l'image, il a interrogé l'IA qui a fait ce rendu-là, qui malheureusement, ça ressemble très pour très à un personnage public. Merci. Pape, pour ce bel exposé, même si je ne suis arrivé que sur la fin. Pour répondre à votre interrogation concernant l'utilisation de l'image d'un personnage, d'une personnalité, ce qu'il faut savoir, c'est que même si, comme Pape l'a bien rappelé, le droit n'a pas encore statué sur toute une série de questions, sauf au niveau européen, sur les données sensibles qui sont liés à des domaines très sensibles comme par exemple la santé ou qui peuvent porter atteinte à certains pans de la dignité humaine, le droit n'a pas encore statué sur la question de l'IA. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un cadre juridique, parce que s'il n'y a pas un texte spécifique, vous pouvez quand même recourir aux principes généraux qui régissent le droit. Vous avez aux États-Unis la fondation, une grande fondation Kennedy Center, qui génère beaucoup. L'industrie des arts et de la culture est d'une importance capitale. Et nous avons un grand vivier en Afrique. Nous avons de grands créateurs en Afrique. Pour autant, il faut qu'on les aide, qu'on les accompagne. Il n'y a pas de système d'accompagnement et d'encadrement. Donc, tout notre travail, c'est d'encadrer effectivement ces créateurs, de les accompagner, d'aller chercher dans notre patrimoine. Je faisais une conférence il n'y a pas longtemps sur les langues inspirées des travaux de Cheikh Anta Diop, les langues, etc. Mais comment voulez-vous comprendre la politique qui est écrite en français ou bien en anglais alors que je suis lingala ou wolof? Je termine là. Nous allons passer au défilé de mode, Vicky Création.
Je m'appelle Victorine Compaoré, je suis sénégalaise. Là, les tenues, c'est pour représenter l'Afrique, parce qu'il y a des tenues du Burkina Faso, du Sénégal et du Bénin. On fait le mélange en fait pour représenter l'Afrique. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Est-ce que ça vous a plu? C'est magnifique. Bravo. Alors, Sacha, je vais te laisser le micro, comme ça tu te présenteras et parleras un peu de tes créations. Bonjour tout le monde. Donc, moi je suis Chacha, je suis maquilleuse professionnelle depuis plusieurs années. Et depuis plusieurs années aussi, j'ai une passion, c'est ce que vous avez vu aujourd'hui. J'ai créé les éventails que vous avez vus, les chapeaux, les bonnets. Donc c'est une passion aussi que j'ai pris il y a quelques temps. Et je remercie énormément Roudia de m'avoir invité aujourd'hui à vous présenter. C'est de la part de Business Femme Active. Business Femme Active, merci beaucoup. Je suis honorée. Et si j'ai bien compris, c'est ton tout premier défilé? Exactement. Bravo. Bravo. Et je te remercie énormément de m'avoir fait confiance parce que vraiment c'est tout nouveau. Ce que vous voyez là, on les a créés en très peu de temps. Le défilé, je l'ai préparé en 4 jours. Elle m'a appelé, il fallait que je sois prête, il fallait que je trouve les filles. Je vous remercie aussi vraiment d'être présente, aussi belle. Et voilà. C'est ça l'esprit de Business Femme Active. L'esprit de Business Femme Active, c'est que la femme élève la femme soutient la femme, et notre devise, c'est la rigueur. Donc, on t'invite à intégrer l'association. Voilà, merci beaucoup. En fait, il y a des sources de données qui sont accessibles à tous, de sorte à ce que ce soit un simple usager, une PME ou une grosse industrie, ait accès aux mêmes données. Malheureusement, c'est une réalité, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un pays comme la Côte d'Ivoire, je crois aussi le Burkina, ont des sources de données, ils commencent à les alimenter. Ce que je peux dire, c'est que l'intelligence artificielle est un levier de développement non négligeable et que l'Afrique doit saisir le train en marche. L'Afrique doit saisir le train en marche et se mettre... Je dirais un seul mot à l'Afrique, oser. Ne nous fixons pas des limites, parce que là, quelqu'un a dit que les décideurs ils ont peur de valider les décisions, parce qu'on a toujours peur de l'inconnu, on a peur du vide. On se dit, on veut un certain degré de sécurité avant de sauter. Bonjour, c'est Pousse. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous ici. Et moi, c'était mon honneur. C'est vrai, c'est ma première conférence, mais je vais quand même... Nous sommes en famille. Du coup, pour ce panel 3, c'est vrai, on n'a pas la projection, mais je vais quand même faire un briefing. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très essentiel. Comment la technologie et comment l'intelligence artificielle peut devenir un véritable levier d'opportunité, d'inclusion et d'impact. Mais au-delà de la technologie, il y a encore une question plus importante. Qui construit ces outils et pour qui? Et c'est précisément ce que nous allons explorer à travers ce panel. Déjà, pour ouvrir cette discussion, nous avons la chance d'accueillir une personnalité engagée. Je pense que vous êtes plus ou moins informés, vous savez déjà. Ben non? D'accord. Elle est experte en transformation digitale et inclusion numérique. Elle est engagée depuis plus de 10 ans contre la France et l'Afrique. Elle est la fondatrice de l'association Alaï, où elle œuvre pour réduire la fracture numérique et moderniser les services publics.
Elle est également CEO de Nataltech, entreprise spécialisée dans la conception de solutions digitales innovantes pour les institutions publiques et privées. En tant que présidente du réseau Business Femmes Actives, elle soutient activement l'entrepreneuriat des femmes afro-descendantes. Récompensée par plusieurs distinctions, dont la médaille de la ville de Paris, elle incarne un leadership visionnaire au service de l'innovation sociale et du développement inclusif. Docteur Oubé, merci d'être avec nous aujourd'hui et je vous laisse la parole. Merci beaucoup Samuel. Je dirais que j'ai noirci et non j'ai rougi. Pour vous rassurer. Merci, pourquoi? Parce que au fur et à mesure, la salle commence à se remplir. Oser des sujets qui nous poussent à la réflexion, qui nous poussent à aller de l'avant, qui nous poussent à vivre la 4e révolution de la diaspora. Cette 4e révolution de l'IA qui est au centre de tous les enjeux économiques. Il y a près de 2 semaines, on verra dans quelques semaines, quelques mois, on dira que l'IA a été facteur essentiel du déclenchement des événements qui se trouvent au Moyen-Orient. Juste pour vous dire que l'intelligence artificielle est pour nous, en tout cas les afrodescendantes, Caraïbes, la diaspora, la 6e région de l'Afrique. On est la 6e région de l'Afrique, toutes les personnes qui sont là, de la diaspora. Et surtout aussi les Africaines. Célébrer la Journée internationale des droits des femmes, c'est pour nous célébrer ces femmes de la diaspora. Elles sont femmes, mamans, elles sont maris, elles sont épouses, elles sont familles monoparentales, mais elles sont des guerrières, elles sont des femmes, on attend tout d'elles et elles réussissent. Elles réussissent à petite échelle, mais elles réussissent aussi ensemble. Faisons de BFA 1 million de BFA pour répondre aux besoins existentiels de la société. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de la société, on parle de la souveraineté numérique. On est en retard 3 fois. La 4e fois, BFA, une association de femmes de la diaspora, donnera dans ses résolutions de cette journée à l'ensemble des 54 pays d'Afrique une recommandation de souveraineté numérique. Parce que c'est là où commence la création de l'intelligence artificielle. Sans les données, on ne réussira pas. Sans les données, on ne réussira pas à avoir l'intelligence artificielle à notre image. C'est fondamental. Les data centers se trouvent aux États-Unis. Les data centers se trouvent en Chine, en Asie. Au Sénégal, on a moins de 5 data centers. Toute l'Afrique totalise moins de 300 data centers. C'est un enjeu. On ne peut pas prétendre être 1,2 milliard et ne pas construire de data centers, même si c'est externalisé, par exemple, en Côte d'Ivoire, ou bien c'est externalisé, par exemple,
en Afrique du Sud, au Sénégal, au Congo ou au Togo, entre nous, on peut mutualiser les compétences pour que les données existent. Parce que les données, les images, les photos, les vidéos, c'est la base de données, c'est le carburant de l'intelligence artificielle. Sur cette infrastructure, nous, en tant qu'entrepreneurs et entrepreneuses, on a l'obligation de pouvoir créer des solutions et des outils qui répondent aux besoins de la population. On a énormément de problèmes, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'entreprises qui doivent naître au niveau du continent, au niveau de la diaspora. On est utile que là où l'on vit. Je ne peux pas être utile en Centrafrique, je ne peux pas être utile, même si je le dis comme ça, c'est juste pour que vous compreniez que je peux être utile ici et je peux être utile ailleurs, partout dans le monde. Nous ne nous fermons pas les portes. En tant que femme, quand Nano Banana est sortie, Nano Banana, c'est celle qui génère les images, les photos au niveau de Gemini de Google. Le jour même, au mois d'août 2025, je génère une photo d'une femme africaine entrepreneuse. Parce que, en suivant, en étant véritablement sur cette notion de ce qui va se passer d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, d'ici 2 ans, je génère une image. L'image me donne une femme africaine qui est en train de biner. Biner, c'est cultiver la terre dans le continent. Il a fallu que je mette du contexte pour qu'on puisse comprendre que pour que les informations, pour qu'on puisse avoir de la prédiction sur ce que va générer mes contenus à moi, sur ce que on est amené à produire, il me faut une base de données. Et cette base de données va me donner la possibilité de pouvoir faire l'IA générative à travers des outils comme ChatGPT. Vous allez voir que les vocabulaires, il y a beaucoup de vocabulaire technique, mais au fur et à mesure, la population s'adapte très bien par rapport aux technologies. Pourquoi? Parce qu'on est dans un environnement où la technologie, pour cette fois-ci, on a presque les mêmes chances que les pays extrêmement développés. Pourquoi? Toujours dans le leadership et l'entrepreneuriat, il faut poser le contexte pour que les gens puissent comprendre exactement ce qui va se passer. Quand, en tant qu'entrepreneuse, on a envie de pouvoir entreprendre, on a envie de créer des business, des solutions, il me faut en tant que porteur de projet, il me faut en tant qu'entrepreneuse mettre en place énormément d'outils dans la création, dans la conception, dans l'exercice de mon cœur de métier. Et les outils d'IA peuvent me donner cette possibilité et le potentiel d'avoir l'expertise, d'avoir des études pré-générées et personnalisées effectivement par rapport, par exemple, si je vends des légumes, que je puisse avoir les meilleurs légumes sur le marché bio et en parallèle faire des diagnostics en amont avec des outils adaptés pour que je puisse avoir les informations nécessaires dans le cadre du lancement de mon business, dans le cadre du développement de mes solutions, dans le cadre du pitch tout simplement si je suis en face d'investisseurs. L'IA aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous permet à l'Afrique aujourd'hui de pouvoir être au même niveau. Quand j'ai un abonnement de 1000 francs CFA qui équivaut à 1,50 € et que j'achète mon abonnement, c'est la connexion Internet, je me connecte sur, par exemple, des flux comme Bipsy, Claude, IA, Grok, et j'en passe. Je peux pré-générer des études qui me donnent la possibilité d'avoir des réponses qui vaut des fois 50 000 €. C'est à portée de main. En sortant de cette salle-là, toutes les personnes, toutes les BFA et les panélistes qui sont là sont riches de par leur partage de connaissances. Et si c'était de l'argent, si les panélistes sortaient cet argent, peut-être qu'elle allait s'appauvrir de 1000 € de moins. Mais cette connaissance aujourd'hui, d'autant plus que c'est à portée de main, toutes les femmes, les jeunes qui veulent entreprendre, avec généralement
peu de pédagogie, ont la possibilité de créer. Parce que le salariat aujourd'hui est véritablement une source de revenus stable. Mais dans un continent où on a plus de 75% de jeunes, il va falloir que tout le monde, quand je dis tout le monde, les institutions, les entreprises, les multinationales, les banques s'alignent pour qu'on puisse générer des business plans, des business models, qu'on puisse mettre en place des business angels, des banques qui répondent aux besoins de la population pour qu'on puisse avoir le contexte. Même l'IA parle de contexte. Le contexte nous permet effectivement à ces femmes qui sont là, il y en a presque 3000 qui sont en train de regarder l'émission. Combien? 12 000. Ah, bravo. Pour les femmes qui sont au niveau du continent, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, ces femmes qui sont au niveau de Congo-Brazza, RDC, Sénégal, Afrique du Sud, ces femmes qui sont en Tunisie, au Maroc, ces femmes qui constituent la richesse de l'humanité. Je dis souvent qu'il a fallu qu'il y ait une femme pour qu'on puisse avoir une humanité. Mais en allant plus loin avec les afrodescendantes, il a fallu avoir une femme afrodescendante pour qu'on puisse avoir l'humanité. Si on connaît la quintessence même de la femme noire africaine, de la femme afrodescendante, de la diaspora, on sait qu'il faut une reconstruction. Et cette reconstruction passe par les outils. Ces outils, c'est nous qui devons les créer. C'est pourquoi la première recommandation est de dire à ces institutions, à ces États, mettez l'argent que vous avez à la disposition de cette jeunesse qui n'attend que pour travailler. Vous vous imaginez? On ne parle que de Coupe du Monde. Effectivement, ça fédère. Cette énergie peut être mise à la disposition de ces jeunes femmes, de ces jeunes hommes, pour qu'ils puissent mettre en place pour la première fois notre premier outil IA au niveau du continent. Je lance un appel aux universitaires. Quand je parle des universitaires, ce sont des jeunes de 20, 22 ans, 23 ans. Ce sont ces jeunes-là qui ont le même potentiel, qui ont la bibliothèque ouverte, qui n'est plus aujourd'hui encerclée au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, qui n'est plus encerclée au niveau de l'université de Bangui, qui n'est plus encerclée au niveau de Cocody, et j'en passe. La bibliothèque est à portée de main. C'est à partir du smartphone. On peut choisir ce qu'on peut regarder sur TikTok. On peut choisir ce qu'on peut accepter de voir pour autre. Mais sélectionner, comme ce que le disait un professeur psychiatre, Cherche Tisserand, qui est véritablement une bibliothèque pour les pédopsychiatres au niveau de la France. 12 000 entités pédiatriques suivent Cherche Tisserand sur l'usage de l'écran. On peut dire à ces femmes de pouvoir avoir à portée de main le smartphone, à ces jeunes, vos 1000 francs, acceptez et utilisez ces 1000 francs aujourd'hui pour que ceci soit la base de connaissances, pour que vous puissiez développer vos outils. Tant qu'on ne développe pas nos outils dans nos lieux d'habitat, dans nos lieux de vie, on ne réussira pas à avoir une autonomie et une indépendance, souveraineté. Cette souveraineté numérique passe par une volonté, une politique souveraine des data centers. Une politique souveraine qui nous permettra d'accepter et de voir l'avenir aujourd'hui, de conjuguer avec les jeunes. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a fermé à un moment donné. Probablement, il n'y avait pas tous ces outils. Mais je suis persuadée que l'IA est un avantage pour l'Afrique. Pas parce qu'il y a effectivement des questions de droit juridique, comme par exemple Pierre Stanley, qui vient de nous illustrer tout à l'heure, un grand avocat du barreau de Paris, qui avait été là l'année dernière pour célébrer avec nous ces IA. Mais surtout, quand je parle, je ne m'adresse pas à ces experts de Bac+10. Je m'adresse à ces femmes
qui se réveillent le matin, vont aller puiser de l'eau. Elles ont peut-être 1000 francs, 500 francs pour pouvoir avoir un accès sur Internet. Au lieu d'aller voir, par exemple, le loisir existe, effectivement, on l'accepte. Mais une moitié du temps dédié à la formation, une moitié du temps dédié à la création d'un business, la moitié du temps dédié à comment je peux pitcher vis-à-vis de, par exemple, des institutions comme la DER, je donne l'exemple du Sénégal, qui pourraient financer les projets. C'est là où on a de la richesse. C'est là où on doit exploiter ces données pour que les outils qui sont à portée de main nous permettent de créer des outils qui vont répondre aux besoins des femmes et des hommes qui sont dans nos continents. De Popenguine de Paris. Comme le disait si bien Isis lors de nos réunions, pour celles qui ne connaissaient pas cette chorale sénégalaise, elle disait c'est notre Johnny Hallyday. Donc vous imaginez ce que ça veut dire. Alors, cette chorale, en fait, sénégalaise de Popenguine, est bien plus qu'un ensemble vocal. Elle est une véritable voix de foi, de culture et d'unité. Portée par la tradition du pèlerinage de Popenguine au Sénégal, elle fait vibrer des chants mêlant harmonieusement spiritualité et rythmes africains, de véritables espaces de rassemblement. Elle incarne aussi un Sénégal en miniature, où se rencontrent et s'unissent différentes communautés, Wolof, Sérère, Mandiak et j'en passe, et bien d'autres. Par la richesse humaine et culturelle, la chorale joue un rôle essentiel de fédérateur, célébrant le bon vivre ensemble à travers la musique. Je vous laisse applaudir et puis savourer ce bon moment qu'on va bien, c'est sûr, ancré dans nos cœurs et dans nos esprits pour longtemps. Merci beaucoup. Bien, d'un geste très simple, nous saluons d'abord, nous tous, d'un geste fraternel, allez à nous. Voilà. Bien, bonjour à tous. Notre chorale se nomme la chorale sénégalaise Popenguine de France. Popenguine est ce n'est plus maintenant un village, une commune. Nous sommes entre à peu près à 70 km de Dakar, dans le vers Joal, la petite côte. Et Popenguine est devenu depuis très longtemps un sanctuaire où se trouvent des chrétiens, des musulmans, un très beau symbole de vrai, j'ai envie de dire, de dialogue islamo-chrétien. Et c'est pour nous une idée qui permet de rassembler, j'ai envie de dire, tous les souvenirs de Popenguine que nous avons tous vécus. Notre chorale est à Paris depuis de très longues années, depuis maintenant 25 ans. Et nous sommes là parce que aussi le thème de cette année pour notre chorale, c'est autour des femmes. Chaque année, nous changeons le thème et cette année, on s'est dit, ce serait bien de mettre comme les femmes en valeur. Donc ça tombe très bien. C'est pour nous. Nous allons chanter des chants de différentes langues, du Sénégal, de Centrafrique, un peu de tout, et vous allez voir. Nous sommes léger détachement, on n'est plus nombreux que ça normalement, mais voilà, c'est un samedi après-midi parisien. On commence par Salama. Salama est un chant lingala qui vient de l'Afrique centrale et il signifie la paix. Jean-Philippe en sol majeur. Shalom. Cependant, je vais appeler ici la présidente fondatrice de Business Femmes Active, Madame Anne Mbaye.
un peu resté dans l'émotion. C'est juste magnifique. Voilà. Alors, Anna, si tu peux nous parler en 2 minutes ou même 1 minute de Rose Dieng Kounce. Qui était Rose Dieng Kounce? Si c'est possible. En fait, Rose Dieng est à l'image des femmes de la diaspora. C'est celle qui assure la survie de la famille très loin, et c'est celle qui assure aussi les manquements de nos États. Combien de devises ont traversé la Méditerranée pour aller en Afrique grâce à la diaspora? On est les premiers contributeurs de nos États. On n'a pas de reconnaissance. On ne nous reconnaît pas. Ça fait chef de projet immédiato Sophia Antipolis Rose Dieng Kounce. Rose Dieng, pendant ses premières années au niveau du centre de recherche de l'Institut des recherches scientifiques, technologiques et du numérique, en 1985, elle parlait déjà des agents. Les agents qui interagissent entre eux pour l'automatisation des solutions. D'abord hier, ensuite récurrente, et après, on a eu énormément de grâce avec cette femme. Je l'ai rencontrée indirectement. Je suis arrivée en France en 2004. En 2005, au JT de l'inauguration de Airbus A380, j'avais vu une dame en costume rouge. Premier objectif, on montre la dame, et après, je regarde mon voisin, je lui dis, mais c'est bizarre, c'est qui cette femme entourée que d'ingénieurs, hommes, de chefs de projet? En 2008, j'étais en vacances dans le sud de la France, on me dit, tu connais pas cette chercheuse scientifique qui vient de décéder? C'était la naissance de mon fils et je me dis, je ne connais pas. Pourtant, je suis en informatique, en congé de maternité en plus. Vous imaginez, les choses s'enchaînent et au fur et à mesure, je croise cette personnalité, Rose Dieng. Mais ce qui est marquant, c'est que c'est une femme scientifique qui a fait 141 publications scientifiques. Elle a accompagné 15 thèses partout dans le monde, aux États-Unis, en Asie, même en Algérie. Je pense que la jeune génération aura à faire énormément de recherches pour illustrer tous les faits qu'on est en train de dire. Parce qu'en science, on ne dit pas quelque chose tout simplement et l'arrêter. Il faut des démonstrations pour qu'on puisse comprendre qu'elle fut une des femmes marquantes. C'est pourquoi, en 2026, aujourd'hui, au Conseil de Paris, avec 72 femmes scientifiques qui ont marqué la France, son nom sera écrit en lettres d'or. Oui, c'est-à-dire que de tout ce qu'il a fait, malheureusement, je disais tout à l'heure que la diaspora, on ne donne pas à la diaspora sa place qu'il faut. On a besoin que cette diaspora puisse avoir sa place. On a besoin que les enfants, nos sœurs, nos petits frères et nos petites sœurs s'inspirent de ces stars. Ce sont nos stars à nous. Et il faut que l'objectif reste focus sur le meilleur. Le meilleur, c'est une femme africaine qui a pu, par ses travaux, contribuer à la science planétaire. Si on ne la connaît pas, c'est pas grave. Le travail de BFA, ce sera de faire des lauréats de jeunes femmes, comme elle l'a souhaité en 2006 ou bien en 2005, quand elle a dit que je dédie mon prix lauréate Julio Marie Curie, où elle a été primée par la ministre des Recherches scientifiques de la France. Elle a été chevalier d'or, primée au niveau du Sénégal en 2006 aussi. Elle a pu véritablement contribuer
au développement de l'IA balbutiant, l'IA avec les ontologies, l'IA avec la sémantique, où l'homme réfléchit avec un éventail de langage, mais surtout la machine qui doit imiter l'homme afin que cette automatisation des données soit plutôt une réalité dans le milieu professionnel. C'est pourquoi quand on a souhaité créer, quand on a souhaité avoir un rôle modèle, on l'a cherché partout. Et c'est comme ça que automatiquement surgit le nom de Rose Dieng. C'est pourquoi, à partir de maintenant, jusqu'à ce qu'on puisse donner le relais à la nouvelle génération, aux autres générations, on souhaiterait que le prix qu'on va initier aujourd'hui avec les lauréates, les années suivantes, ce serait plutôt des jeunes méritants sur les recherches scientifiques au niveau de l'intelligence artificielle, et on mettra aussi en marche un outil IA pour le développement des innovations qui collent à notre réalité. C'est pourquoi on vous dit vraiment félicitations, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Je t'invite à rester, non, reste avec moi. Parce que quand Anna parle de Rose Dieng, elle n'a plus de limite, elle ne peut plus arrêter. Donc du coup, on en a parlé, hein, mais voilà, elle est passionnée. Et il y a de quoi. Alors Anna, je vais t'inviter à octroyer le premier prix d'excellence de Rose Dieng Kunst à sa famille. Je pense qu'il y a un prix qui est réservé à la famille de Rose Dieng, en hommage à cette femme de science. On appelle son frère Georges Dieng, qui est là. On est fiers de votre famille. Il ne parle pas. Alors, nous, cette déclaration, on est obligés de dire félicitations et merci. Regardez-moi, ça fait pas Rose Dieng. Merci à toutes et à tous. Nous sommes vraiment très honorés. Je représente sa famille ici en France. Et en mon nom et au nom de toute la famille, je voulais remercier Business Femmes Actives pour ce prix et surtout pour ce qu'il représente, c'est-à-dire un hommage à son parcours et surtout à son rôle de femme pionnière dans le domaine de la recherche scientifique. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et nous remercions particulièrement Anna Isis, dont vous avez vu la passion, et qui justement s'est investi avec passion pour la valorisation du parcours de Rose, parce qu'on parle beaucoup de l'invisibilisation, etc., dans l'espace public, mais dans la recherche scientifique en particulier. Et l'objectif d'Anna est clairement de redonner de l'espace et de la lumière à toutes les personnes invisibilisées et à montrer qu'il n'y a pas de frontières. La science n'a pas de frontières, la recherche n'a pas de frontières. Et c'est le message vraiment important que l'on a voulu retenir. Et je me souviens d'une interview qui avait été donnée, à l'issue de laquelle, c'était en 2010, le interstice avait résumé cela en disant savoir, mémoire et partage. Je crois que ce sont là vraiment les trois piliers qui résument le sens que Rose a voulu donner à son travail et à ses travaux de recherche. Je crois que pour elle, la transmission des savoirs et le partage des connaissances était l'essence même de ce qui faisait la richesse de la recherche. Et surtout, ce qu'elle a voulu transmettre, c'est qu'il n'y a aucun obstacle. Celui et surtout celle qui veut, y parvient. Et tout à l'heure, dans les débats, quelqu'un a dit, en conclusion, je crois, du premier panel, oser. Je pense que ce terme-là résume exactement le message qui doit être envoyé aux générations actuelles et futures de femmes. Oser. Et si je dois conclure, je dirais que ce qui me paraît important, c'est que, par des nouveaux modèles, on souhaite vraiment que le parcours de Rose, sa détermination, sa vision, puisse servir de source d'inspiration aux générations actuelles et futures de femmes, et que surtout, on puisse trouver en elle un espoir, un modèle
pour justement aller jusqu'au bout de leur rêve et qu'elles puissent justement élever leur vocation, rencontrer leur vocation et, je dirais, briser ce fameux plafond de verre et surtout, je pense également, bousculer les idées reçues. Je pense que c'est vraiment le message que je voulais transmettre de la part de sa famille. L'émotion me gagne, j'en suis désolé, mais c'est vraiment, je pense, le point important à retenir. Et je pense qu'on a parlé de la journée internationale des droits des femmes. Je pense que chaque jour qui passe, chacun des 365 jours devrait être accordé justement à celles qui sont restées trop longtemps dans l'ombre, qui méritent d'être placées entre nous. Anna, tu peux expliquer un peu ce baobab qui n'est pas anodin dans notre culture africaine? De quoi il s'agit exactement? Vite fait. Le baobab, ça signifie la puissance. C'est notre emblème en Afrique, au Mali, au Sénégal. C'est notre devise. Le baobab, c'est là où l'arbre à palabre en quelque sorte, là où on résout les problèmes, là où on trouve des solutions, là où on donne le mariage, là où on fait les baptêmes. Et c'est important que ce baobab vous revienne, la famille de Rose-Dieng. Je voudrais, à travers le courrier officiel qu'on a adressé à la ville de Dakar, à Abbas Fall, qui est le maire de Dakar, de dédier une rue. Au mois de novembre, on a envoyé, Business Femme Active a envoyé un courrier pour demander au maire de Dakar de dédier une rue à Rose-Dieng. Et ce baobab constitue pour nous, pour Rose-Dieng, et félicitations pour tout ce qu'elle a pu faire. Elle aurait été là, je pense qu'elle serait fière de vous, la fête. Une petite collection qui a ouvert notre défilé de mode. Je vais continuer sur la remise des prix, le premier prix de l'excellence, en hommage à Rose-Dieng Koums. Je vais appeler deux BFA dans la salle qui vont remettre le prix à INRIA, qui est ancré dans les grands campus universitaires de recherche, au cœur des écosystèmes industriels et entrepreneuriaux numériques en France, dans laquelle Rose-Dieng a fait la plus grande partie de sa carrière. Deux BFA, s'il vous plaît. Est-ce que, est-ce que la personne qui est censée récupérer le prix pour l'université est là? Est là. Oui. On n'a pas eu de notification, mais normalement, l'université, le centre de recherche Sophia Antipolis Libria, on y a envoyé un courrier officiel avec accusé de réception. BFA est là, et n'hésitez pas, s'ils ne sont pas là, on va envoyer le prix à l'université, au centre de recherche. Pourquoi? Parce que c'est là, en 1976, qu'elle est arrivée à Paris. Première polytechnicienne africaine à intégrer Polytechnique France, Paris. Ce que je peux dire, c'est que l'invisibilisation ne sera pas éternelle. On a besoin
d'entendre la main, et en même temps, quand on tend la main, on a besoin qu'il y ait une réponse. La force de vivre ensemble, ça passe par ces instants-là. Et les politiques ont énormément à faire pour que la femme africaine, pour que l'humanité aille en symbiose. C'est important. Merci beaucoup. On va vous donner des prix. C'est vous qui serez chargés de les donner. Miss Sophia Angelos. On va attribuer ça à Ilia. On attribue à Ilia, Sophia en le centre de recherche Sophia Angelos. Là où Rosdiak a passé 46 ans, autant pour moi, de 1985 jusqu'en 2008, quand elle nous a quittés. Toute sa vie professionnelle, elle l'a passée dans des bibliothèques et des centres de recherche au niveau des conférences Brésil, New York, Washington, Paris, Luxembourg et j'en passe. Merci. Merci beaucoup sur vos applaudissements. Merci. J'aimerais bien que tu restes avec nous, s'il te plaît. Ne quitte pas du tout la scène. Alors, nous allons terminer avec le dernier prix. Et je vais appeler Monsieur Doudou Diène, qui est juriste, diplomate. Monsieur Doudou Diène est juriste et diplomate sénégalais. Il est rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines de racisme et de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui lui est associée de 2002 à 2008. En mai 2007, il est nommé par François Hollande membre du conseil d'administration de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui remettra le prix à quelqu'un qui est dans la salle, que je connais très bien. Mais permettez-moi juste de lire sa biographie avant de donner la parole à notre cher tonton. Je voulais d'abord corriger, je ne suis pas un diplomate. Je suis un intellectuel, comme tous ici dans la salle. Mais je peux dire que je suis très content que vous ayez organisé cet événement. Parce que, bon, nous avons dans la salle quelqu'un, Paulette Correa, qui organise, qui littéralement, en utilisant la culture, rassemble, vivifie, active la communauté afrodescendante qui se trouve en France. Mais je voulais quand même profiter de l'occasion parce que vous remettez le prix à un philosophe. Vous êtes en train de gâcher ma surprise. Faut pas le dire, faut pas dire son nom. Faut pas le dire, d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que je veux profiter de l'occasion vraiment pour vous inviter à comprendre dans quel contexte on vit actuellement. On ne peut pas continuer à certainement organiser des événements importants comme celui-ci et oublier que dehors, on tue, on écrase, on bombe, des peuples meurent maintenant, partout. Et donc, il y a le fait important, le défi que nous avons. Les familles, les éducateurs et les institutions vers des relations plus conscientes, équilibrées et harmonieuses. Engagés sur des sujets essentiels tels que l'interculturalité, la santé mentale, la dynamique sociale, ils œuvrent également avec détermination pour la protection des femmes, en luttant contre les violences et les mutilations féminines, tout en accompagnant les victimes vers la reconstruction à travers des espaces de parole et d'écriture. Dotés d'une générosité intellectuelle rare et d'une ouverture d'esprit remarquable, ils incarnent l'humanisme dans ce qu'il y a de plus noble. Le personnage est à la fois profond et accessible, qui invite chacun à réfléchir, à grandir et à cultiver l'art de vivre ensemble. Par son engagement, sa constance sur le terrain,
Ses conférences, ses formations et sa participation à des espaces de réflexion de haut niveau, il s'impose comme une voix précieuse pour notre temps, une source d'inspiration pour les générations présentes et futures. Je nomme Pape Bakary Sissoko. Si vos applaudissements, s'il vous plaît. Vous savez, comme les Oscars, quand les acteurs viennent, etc., ils ne savent pas. Ils ne savent pas. J'ai soupçonné qu'il y avait quelque chose qui se tramait, mais je n'ai pas compris. Mais ces deux-là, à chaque fois, me font des coups. Ce sont deux jeunes que j'accompagne beaucoup, que j'aime beaucoup. Il y a quelqu'un qui est derrière, c'est Sila Amadou. Nous avons Paulette, Kiné, toute cette équipe-là, Oumi, Suzanne. Mais vraiment, je suis très ému, très surpris. Comme je l'ai dit toujours, mon travail, c'est d'accompagner, de prendre modèle sur ce monsieur-là que j'ai rencontré il y a longtemps et que j'ai retrouvé grâce à Paulette. Ce monsieur est un mentor pour moi. Et Dieu sait, j'ai beaucoup appris. J'ai fréquenté de grandes personnes. Mais quand je vous dis que celui-là, c'est mon mentor, c'est mon mentor. Il est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va passer à la remise de prix de Pape Bakary Sissoko pour le premier prix d'excellence, Rose Dieng. J'ai un grand plaisir de remettre le prix, donc le premier prix Rose Dieng 2026 à Pape Bakary Sissoko, professeur de philosophie et conférencier. Parce que ce qui caractérise Pape, c'est une immense simplicité alliée à une grande profondeur intellectuelle et éthique. Tout à fait. D'une Mercedes. Et une générosité. C'est un mérite. C'est bien mérité. Nous, on est en tout cas fiers de toi, Pape. Et merci pour tout ce que tu fais pour la diaspora. Tu nous as cité, mais Dieu sait que pour combien de femmes, d'enfants que tu as aidés dans ce pays. Merci beaucoup. À présent, je vais vous inviter à descendre pour bien profiter de notre cocktail et aussi faire du réseautage, si vous voulez bien.